Bonjour et bienvenue sur le podcast de la question noire. Dans ce programme, nous vous proposerons des conversations à bâton rompu et généralement sans filtre. Nous y aborderons des sujets politiques concernant les Noirs issus des communautés d'Afrique continentale et diasporique. Les membres de l'équipe éditoriale orienteront leurs échanges autour d'idées reçues, de mythes ou de préjugés répandus. Et cela dans le but de participer à la formulation d'un point de vue politique afrocentré à la radicalité assumée. Notre équipe essaiera, dans la mesure du possible, de parler franchement et avec le minimum d'autocensure. Néanmoins, nous sommes conscients de l'hostilité ambiante vis-à-vis de la parole politique antiraciste ou décoloniale en général, et envers la parole noire et panafricaine en particulier. Afin d'assurer une certaine longévité au programme et d'éviter de prêter le flanc à des controverses inutiles, nous essaierons donc, autant que faire se peut, de ne pas citer des noms et de ne pas viser d'individus en particulier. La question noire, le podcast. Bonjour. Lors de l'émission précédente, nous avons évoqué certains termes et identités politiques qui sous-entendent l'alliance car ils nous désignent comme faisant partie d'ensembles racialement indéfinis. Nous poursuivrons donc cette semaine la réflexion autour du thème de l'alliance. En effet, si l'autonomie fut centrale pour la majorité des mouvements noirs du XXe siècle, l'alliance avec d'autres groupes fait aussi partie de l'histoire et de l'héritage des mouvements de libération noirs et panafricains. On a en tête, par exemple, les coalitions multiraciales formées par le Black Panther Party avec des groupes latinos comme les Young Lords ou blancs comme les Young Patriots. Ou encore le tiers-mondisme, une alliance entre pays du Sud anciennement colonisés, de laquelle les pays africains libres étaient pleinement partie prenante. Nous interrogerons donc ensemble la fonction, les raisons et les limites de l'idée d'alliance avec des groupes non noirs, dans un contexte comme le nôtre où la négrophobie semble faire consensus, être une disposition politique et culturelle partagée par la plupart de nos alliés potentiels. Pour cet épisode, la conversation sera animée par Sadio, Amel, Norman Ajari, Claude, Massala. Et qu'aussi. Se joindra également à nous cette semaine Franco Lolia, porte-parole et membre fondateur de la Brigade Antinégrophobie, une organisation qui depuis 16 ans lutte pour rendre sa spécificité à l'expérience noire, l'extirpant ainsi de force d'un antiracisme universaliste et abstrait. Cette organisation participe évidemment de l'avènement d'un pouvoir politique noir en France. Nous avions évoqué, lors de l'émission précédente, son action pour dénoncer l'hommage négrophobe que constitue la présence de la statue de l'auteur du Code noir, à savoir Colbert, devant l'Assemblée nationale. Mais c'est aujourd'hui pour partager son avis et son expérience concernant les alliances qu'il est parmi nous. Nous commencerons cette conversation en nous posant la question suivante. Les Noirs sont-ils des opprimés au même titre que les autres populations marginalisées par ce système ? Doivent-ils donc naturellement s'allier avec tous ceux qui se définissent comme tels pour abolir un système qu'on désigne aujourd'hui comme raciste, sexiste et capitaliste ? Bah, je vais commencer. Pour moi, l'oppression ne fait pas l'alliance. L'oppression ne fait pas l'alliance parce qu'il y a quand même des pauvres blancs qui sont nazis, ouvertement nazis, et je vais pas m'allier avec eux pour casser le système. Donc l'oppression ne fait pas l'alliance. Politiquement, ça ne se construit pas comme ça. Ouais. Non, j'allais dire que dans la question, c'est peut-être le mot naturellement qui influence la chose peut-être dans un angle un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alliance naturelle. L'alliance, elle est politique, elle a un objectif, il faut qu'on ait un objectif commun. Donc, c'est pas parce que les gens sont opprimés, on le voit là d'ailleurs dans la question de l'intersectionnalité, on est capable d'inventer différentes oppressions qui peuvent aller de la grossophobie jusqu'au racisme anti-roux. On va pas, justement pour nier la question fondamentale du racisme, on va pas aller donc s'allier pour s'allier, mais il faut qu'il y ait effectivement une intelligence qui appelle à cette alliance et qui amène à cette alliance. Donc c'est une alliance politique. L'alliance, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour, il faut un objectif en commun, une convergence d'idées, une convergence de lutte, et à partir de ce moment-là, on se rassemble. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus avec ce que disaient Amel et Franco. Je trouve que la théorie politique, elle a créé une sorte de pont entre toute forme de minorité, toute forme de domination. Et on en arrive à des choses assez abstraites, c'est-à-dire que toute oppression est parfois même nouvelle. On assiste à des multiplications des formes d'oppression, des formes de minorité. Et elles s'équivaudraient toutes
Et à ce titre, il faudrait que tout le monde soit allié avec tout le monde de façon totalement abstraite, et on peut même s'interroger comment le système ou les systèmes de domination s'effondrent. Et je pense qu'effectivement, il faut revenir à quelque chose de peut-être plus concret ou plus pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut regarder les rapports de pouvoir tels qu'ils s'exercent dans la réalité et peut-être quitter un peu des formes d'abstraction théoricienne ou d'abstraction politique qui nous feraient penser qu'il faudrait s'allier, que toute forme de domination s'équivaudrait. Et je pense que c'est une fausse croyance et qu'il faut plutôt être empirique et voir où sont nos intérêts, où des formes d'alliance peuvent être possibles. Et encore faut-il se demander si elles sont souhaitables ou pas. Pas voilà, des bisounours qui chantent autour d'un feu. Enfin, tout n'est pas souhaitable et tout n'est pas intéressant non plus. Il faut bien avoir en tête que les Noirs, bien sûr, ont un intérêt en ce qui concerne l'abolition du capitalisme, par exemple, ont des intérêts communs avec d'autres groupes en ce qui concerne la lutte contre l'État, en ce qui concerne la lutte contre l'État policier. Mais on doit bien savoir que, en ce qui concerne la question qui a une certaine importance pour nous, c'est-à-dire l'abolition de la négrophobie, il n'y aura jamais d'alliés pour nous. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura probablement jamais. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'on peut aider les autres, mais les autres ne nous aideront jamais. On peut avoir des objectifs communs pour des choses qui nous concernent, mais en ce qui concerne ce qui constitue le fondement de notre abjection dans cette société et dans ce monde, on n'aura jamais d'alliés avec nous. Bon, il peut y en avoir quelques-uns. Je veux dire, les gens peuvent avoir cette générosité, peuvent avoir, disons, cette, tendance à tenter de penser contre leurs intérêts. Mais ces intérêts, et je parle en termes d'intérêt ici, l'intérêt à l'abolition de la négrophobie ne concerne que les Noirs et ne recoupe et n'a d'intersection avec personne d'autre, avec aucun autre groupe. Il faut bien savoir que lorsque vous êtes dans des contextes, que ce soit des contextes d'élite, que ce soit, disons, des contextes professionnels où vous êtes entouré de personnes blanches et plus généralement de personnes non noires, je pense que beaucoup de personnes autour de cette table en ont fait l'expérience. Vous savez bien que les autres ne vous considèrent pas comme quelqu'un qui est de la même espèce. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je veux dire, vous pouvez être dans un contexte où les gens sont des cadres, vous pouvez être dans un contexte où les gens sont censés être fort éduqués, vous pouvez être dans des contextes où les gens sont censés être un petit peu malins, mais vous voyez bien que les Blancs ne considèrent pas les Noirs comme faisant partie de la même espèce. Vous pouvez vous convaincre que ce n'est pas le cas, vous pouvez vous dire, bon, quand même, on s'en sort plutôt pas mal, mais fondamentalement, si vous êtes bien attentif à la question, vous savez bien qu'ils ne vous considèrent pas comme étant de la même espèce, et probablement que si quelque chose d'extrême et d'exceptionnel ne se passe pas, si le pouvoir noir n'explose pas à l'échelle globale, ils vous considéreront jamais comme quelqu'un de la même espèce. Si vous comprenez pas ça, si vous voyez pas ça, si vous n'avez pas ça en tête, eh ben, je pense que vous risquez d'avoir des grosses déceptions. Donc oui, on peut aider les autres, mais il faut bien savoir que, en ce qui concerne la négrophobie, les autres nous aideront jamais. Ouais, moi du coup, je trouve que le terme d'opprimé, qui est censé être plutôt universel et s'appliquer à toutes sortes de situations, moi, il me pose un peu problème parce que, du coup, quand le sujet, c'est les opprimés et puis les oppressions de façon générique, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. Et en fait, de ce dont on parle, c'est de la subjectivité, c'est-à-dire du sentiment de l'expérience vécue, mais qui ne va pas forcément avoir un lien concret avec les contextes d'oppression, les systèmes qui sont censés opprimer. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire une oppression ? Est-ce que une oppression, ça veut dire qu'on vit de façon peu confortable son expérience sociale, sa vie, ou est-ce que ça veut dire que concrètement, de la violence est dirigée vers nous, notre communauté ? Moi, c'est ça en fait, c'est le flou que les termes impliquent qui m'agace un peu. Et du coup, malheureusement, moi, je ne me sens pas forcément une cause commune avec quelqu'un qui subit l'oppression grossophobe. Je ne dis pas qu'au quotidien, il n'y a pas des choses qui objectivement s'apprécient dans sa vie qui sont compliquées, mais il n'y a pas eu de traite des gros transatlantique. On n'a pas empilé des gros dans des bateaux pour les transporter à travers l'Atlantique pour les faire travailler. Le système économique ne s'adosse pas aujourd'hui sur la mise à mort, le vol des terres et la propriété des gros. Ouais. Donc, bien sûr que son expérience sociale peut être désagréable, bien sûr que son expérience sociale est désagréable pour des causes qui sont systémiques, dans le sens où ça fait partie de la culture, que sa grosseur est aussi peut-être une conséquence de problèmes sociaux, tangibles. Tout ça, je peux l'apprécier, mais je ne peux pas le mettre sur le même plan que quelque chose qui a déplacé des millions d'habitants, créé des nouvelles nations, construit d'autres, fait couler
du sang sur des terres étrangères. Je veux dire, il y a tellement de choses qu'on peut mettre dans l'oppression noire qui sont sans comparaison avec des oppressions sociales isolées, que je ne peux pas me dire que parce que tu te sens opprimé, on a forcément un intérêt commun. Non, le préjudice vécu même n'est pas le même, n'est pas du même manque, pas de la même échelle. Et pour moi, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a rien de naturel puisqu'on ne parle pas de la même chose. Et c'est ça qui m'agace un peu dans ces termes-là, c'est qu'on parle juste de l'oppression vécue, on parle juste du sentiment d'être opprimé, sans forcément parler des systèmes dans lesquels ça se fait et de l'écologie de cette souffrance-là, le système dans lequel elle se produit en fait. Ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que la négrophobie s'exprime partout dans le monde. Dès qu'elle rencontre des individus qui sont justement considérés comme étant noirs. En étant noir, on ne doit pas être naïf. Donc, effectivement, l'alliance doit se poser avec une sincère réflexion, un sincère courage et un courage qui amène aussi à constater qu'il ne faut peut-être pas d'alliance. Ce n'est pas qu'une question de penser à nos intérêts, c'est que la négrophobie telle qu'elle s'exprime contre nous amène à des situations de légitime défense qui nous obligent à nous battre dos contre le mur. Un peu comme la panthère des Black Panthers d'ailleurs, qui devient plus dangereuse quand elle est acculée. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est agaçant ce que tu disais, Kossi, sur le fait qu'on a l'impression que toutes les oppressions sont mises sur le même niveau. C'est insupportable du coup parce que tu te retrouves avec des gens qui vivent, comme tu disais, une expérience sociale un petit peu dérangeante, qui viennent t'opposer ça à la négrophobie qui est quelque chose d'une construction totalement différente. Donc, et aujourd'hui, parce que politiquement c'est un petit peu ce genre d'alliance qu'on nous propose, on met ces deux choses sur le même niveau. Mais de toute façon, ces oppressions, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elles ne parlent pas de négrophobie, mais elles passent toujours par nos expériences pour décrire la leur. Vraiment. C'est-à-dire qu'elles vont toujours utiliser tout ce qui est autour du champ de la négrophobie. Comme un point de référence. Voilà, nous aussi, on a subi ça. Voilà, on est le point de référence. Pourtant, on ne parle pas de nous. Après, moi, j'avais une remarque peut-être sur laquelle vous pourrez réagir. Il y a aussi un problème dans la conflation qu'on fait, donc de désigner un système comme raciste, sexiste, validiste, capitaliste, et voilà, associer toutes ces caractéristiques-là sans forcément faire de hiérarchie entre eux. Or, ce système-là, il dépend beaucoup plus directement de certaines oppressions que d'autres. Et donc voilà, pour moi, c'est un petit peu un problème parce que ça fait que, du coup, chacun va rester dans son champ de lutte en pensant que de toute façon, on combat le même système, donc il n'y a pas d'antagonisme. Ce qui, pour moi, est foncièrement faux. Tu peux être anticapitaliste et avoir tout à fait intérêt au statu quo racial. Tu vois, donc il y a aussi le truc de... Ce que ça cache aussi, c'est une certaine flemme d'engager les questions des autres, parce que bon, comme de toute façon c'est le même système, tant que j'engage ma question sans me foutre vraiment de la question des autres, je combats le même système, donc je suis ton allié. Or, tu ne travailles pas forcément pour mes intérêts, et moi pas dans les tiens. Oui, je pense que ça, c'est une construction qui est une construction de la gauche blanche, à mon avis, de la gauche blanche, qu'elle soit européenne, latino-américaine ou nord-américaine. C'est une construction de la gauche blanche qui est fabriquée par des gens qui n'ont fondamentalement pas beaucoup d'intérêts sociaux dans ces questions-là, qui ont des intérêts moraux, c'est-à-dire qu'ils sont contre le capitalisme, qui sont contre le sexisme, qui sont contre l'homophobie, etc., qui se sont mis en tête que tout ça faisait partie d'un même système. Mais pourquoi ? Je veux dire, est-ce qu'on peut ne pas imaginer, un pays qui serait socialiste et négrophobe, un pays qui serait socialiste et homophobe ? Je pense que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça a existé. La preuve que ça peut exister, c'est que ça a existé. L'idée que tout ça ferait partie d'un même système et qu'il serait possible de combattre tout ça d'un seul coup, c'est simplement, je pense, le fantasme de Blancs qui se disent que en fabriquant cette espèce de, comme disait Claude, cette espèce d'abstraction théorique qui permet de dire qu'il y a un seul système à combattre, ils peuvent se dire qu'ils seront toujours dans le bon camp. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas un système qui a à la fois tout ça, non. Il y a des systèmes qui peuvent combiner différents de ces trucs, qui peuvent, combattre de manière prédominante l'une de ces dites oppressions et laisser les autres de côté, etc. Mais c'est pas un seul système, c'est différents systèmes et surtout différents groupes sociaux, différents individus, différentes populations avec des intérêts qui leur sont propres.
Mais ce truc d'une espèce de système raciste, sexiste, patriarcal, bla 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 bla, c'est une pure construction qui n'a aucune réalité empirique et qui sert simplement à servir la soupe à des blancs de gauche, les caresser dans le sens du poil pour leur dire oui, t'inquiète, t'es dans le bon camp, tu combats le mal. Voilà, c'est une pure et simple connerie. C'est une connerie, c'est faux, et c'est simplement pour flatter l'ego et le narcissisme de la gauche blanche. Mais c'est à foutre à la poubelle, cette construction. Franco ? Ouais, moi, je ne vais plus intervenir quand il y a Norman, parce qu'il m'empêche de rester calme. Il m'empêche de rester calme. Et ce que j'allais dire, c'est que quand j'ai commencé à essayer de penser par moi-même, et je ne dis pas que j'y arrive, j'essayais de comprendre cette manière dont on nous avait enseigné cette notion du capitalisme qui est complètement faussée dès la base. Et l'anticapitalisme qui nous réunirait tous autour d'un combat commun, c'est en fait le même cheval de Troie qui utilise la question de classe pour invisibiliser la question de race. Ça, il faut complètement apprendre à voir les choses par nous-mêmes. Et je terminerai en disant que moi, mon analyse simple du capitalisme, c'est que la première base, le premier socle du capitalisme, c'est la négrophobie, puisque le capitalisme est avant tout une idéologie, mais qu'il prend encore à partir du moment où il peut s'enrichir grâce au travail gratuit des Noirs et à leur extermination, à leur domination, à leur viol, à leur torture légalisée. Donc, si on veut combattre le capitalisme, comment peut-on le faire sans combattre sa base première, ce sur quoi il s'est bâti, c'est-à-dire la négrophobie? Donc, tous les autres qui font abstraction de la négrophobie pour combattre le capitalisme, il faut s'interroger sur eux. Je ne dis pas qu'ils doivent combattre pour nous et avec nous. Je dis juste qu'il faut qu'ils s'interrogent. Ils veulent vraiment démonter le capitalisme. Démontons la première pierre qui lui a permis de prendre corps. Voilà ce que j'ai à dire. Comme dit Franco, la première pierre au capitalisme, c'est la traite négrière. C'est ça le proto-capitalisme. On est obligé de commencer par là. Il y a une croyance aussi aujourd'hui, c'est que il y aurait une sorte d'interconnexion entre toutes les formes de domination et d'oppression, si bien qu'il y a des personnes qui pensent que en luttant contre quelque chose, ils aident à lutter contre d'autres choses. C'est-à-dire que par exemple, on en arriverait à des personnes qui pensent que, je sais pas moi, en ramassant des mégots sur la plage, ils aident les luttes anticolonialistes, par exemple. Je pense qu'il faut être lucide aussi sur l'impact qu'on a quand on est en train de lutter et être critique sur le fait que toute stratégie n'a pas le même impact, toute stratégie n'a pas la même puissance. Il faut aussi être lucide, quoi. Voilà. Et peut-être qu'il y a des priorités et toutes les oppressions ou toutes les formes de discrimination ne sont pas basées sur des systèmes d'exploitation. Tout ne se recoupe pas non plus. Et je pense que la négrophobie, elle permet de comprendre qu'on subisse des formes de sexisme ou d'homophobie. Il y a peut-être aussi un dénominateur commun qui est peut-être moins du côté du patriarcat que de la violence négrophobe. Donc ça permet aussi de rechercher les causes, les globalités contre lesquelles il faut lutter et peut-être pas s'éparpiller non plus. When the revolution comes, guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will be fought, supplying the revolutionaries with food and arms when the revolution comes. When the revolution comes, white death will fall off the walls of museums and churches, breaking the lie that enslaved our mothers. When the revolution comes, when the revolution comes, Jesus Christ is going to be standing on the corner of Lenox Avenue and 125th Street, trying to catch the first gypsy cab out of Harlem. When the revolution comes. When the revolution comes, Jew merchants will give away matzo balls and gefilte fish to anyone they see with an afro. Frank Shippen will give away the Apollo to the first person he sees wearing a blue dashiki. When the revolution comes, when the revolution comes, afros are gonna be trying to straighten their heads, and straighten heads are gonna be trying to wear afros. When the revolution comes, when the revolution comes, when the revolution comes. Colonisation, racisme, ghettoisation, ces expériences apparemment communes suffisent-elles à justifier et naturaliser l'alliance politique entre les communautés noires et arabes en France? Surtout lorsque la négrophobie culturelle arabo-maghrébine s'avère rendre nos communautés fortement réticentes à cette idée. En somme, noirs et arabes, même quartier, même racisme, même combat. L'alliance, c'est des intérêts communs. À partir du moment où il n'y a plus d'intérêts communs, on se sépare ou on ne se rassemble jamais. Et donc, la question de l'expérience à peu près similaire entre
les populations dites arabes et les populations dites noires, notamment en France, les expériences de ghettoisation, de contrôle aux faciès, etc., est-ce qu'elles emmènent naturellement à l'alliance? Je dis tout de suite non, parce que le problème, c'est le mot naturel là-dedans. Je veux dire que on n'a pas une communauté de destin. Mais ceci étant, on ne peut pas aussi écarter le fait qu'on a des oppressions communes et réellement communes, à commencer par la colonisation et les crimes policiers d'un point de vue plus structurel ici en France et la discrimination à l'embauche, la discrimination raciale au logement, bref, tout ça. Par contre, il y a à savoir, est-ce qu'on crée une communauté de destin en fonction de nos expériences, de ce qui peut nous faire converger. Et effectivement, la zone qui pose problème dans cette affaire, c'est la question de l'esclavage que les Arabes ont commis sur les populations africaines. Il ne nous empêche pas, d'un point de vue responsable, d'avoir en tête cet aspect des choses, de voir comment on résout cela avec nos alliés arabes à l'intérieur de nos cercles. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ma part, par exemple, j'essaye de ne pas être pris en otage par ces informations empoisonnées et colonisées que donne l'Occident et la France en particulier pour nous emmener à rentrer en conflit systématique avec le monde arabe pour que le racisme d'État français nous incite à faire une guerre qui n'est pas la nôtre. Donc, alliance, oui, mais certainement pas n'importe comment et certainement pas en faisant fi de tous les problèmes du passé qui ont quand même structuré une certaine forme de racisme anti-noir dans le monde arabe. Je suis d'accord avec toi, Franco, quand tu dis qu'effectivement, il y a... Alors moi, je ne dirais pas qu'il y a une expérience commune, je dirais qu'il y a des institutions communes qui nous prennent pour cible. Mais je ne dirais pas que l'expérience est la même. Je dirais qu'il y a des dispositifs qui se ressemblent, il y a des manières de faire qui fonctionnent. Par contre, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'expérience commune ou même de communauté d'intérêt. Vraiment, quand on pose la question d'alliance, de notre point de vue, c'est avec les Nord-Africains. Et depuis les premiers mouvements de l'immigration, donc on nous a un peu catégorisés sous les mêmes noms. Donc ça va être les immigrés, les banlieusards, les racisés plus récemment, les non-blancs, les indigènes, effectivement. Bon, ça va être plein de choses comme ça. Et je pense que, comme ce que je disais tout à l'heure, il y a un peu une sorte de pas de côté vers la théorie qui fait qu'on commence à s'éloigner un peu de ce qui est réel. C'est-à-dire que toute personne afrodescendante ou noire, quand elle est en communauté, elle identifie très clairement, quotidiennement, la manière dont cette alliance abstraite est abîmée, contredite, faussée par des communautés qui finalement, on le sent, on le sait, ça s'exprime régulièrement, ne sont pas la même. Et du coup, pour moi, la question de l'alliance, je ne dirais pas qu'elle est nécessaire ou qu'elle va de soi. Mais effectivement, il faut avoir cette prudence que lorsque le dispositif colonial va se renforcer, donc par exemple, si l'institution policière se renforce, si elle le fait contre les Arabes, les Nord-Africains, ça va forcément se faire aussi contre les Noirs, dans un contexte métropolitain en tout cas. Donc moi, je suis un peu plus nuancé sur le fait que, en théorie, ça peut s'entendre, mais en pratique, j'ai vraiment du mal à expérimenter cette fraternité entre Nord-Antillais, Afro-descendants et, d'autre part, Nord-Africains. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Claude. Je trouve qu'en pratique, déjà, comment s'allier avec des gens qui ne vous considèrent pas comme un être humain ? Et là, pour le coup, la négrophobie, ça concerne tout le monde. Donc, même si on peut subir des oppressions qui se ressemblent, lorsqu'il va falloir s'allier ou créer quelque chose, ça va être difficile de le faire avec des gens qui, de toute manière, projettent sur vous les mêmes clichés, la même haine négrophobe que ceux que vous êtes censés combattre. À un moment, ça va produire des choses bizarres. On le voit bien même en termes d'organisation politique militante, indigène, racisée, que ça fait des choses bizarres quand ça touche la négrophobie. En France métropolitaine, on est en infériorité numérique comparé au Maghreb. Donc il faut déjà se politiser et se grouper entre nous. Sinon, on va se manger des phrases comme il faudrait qu'on s'organise nous-mêmes. Pour ne citer que certains membres du PIR, ou ex. Désolé, politiquement parlant, c'est bof. C'est drôle, quoi. Voilà, exactement. Et ça rejoint le cliché négrophobe du Nord assisté. Exactement. Par rapport aux communautés maghrébines, dans leur racisme culturel, eux, ils ont Ibn Khaldoun. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne considère pas déjà nos propres femmes.
qui a théorisé l'esclavage, l'abus sexuel de nos femmes. Donc déjà, leur regard vis-à-vis des femmes de nos communautés, c'est-à-dire nos mères, est toujours bas. Je trouve important de rappeler un peu le contexte historique de nos communautés, en fait. Ce qui est particulier en France, et qu'on ne retrouve pas forcément de la même façon en Angleterre ou aux États-Unis, c'est que les Antillais d'une part et les Africains de l'Ouest et central de l'autre ont une expérience des populations arabes qui est liée profondément au colonialisme et à l'esclavagisme. Et ça fait qu'on n'arrive pas dans un contexte où vivre ensemble déjà au quotidien va de soi. On vit ensemble, on va dire, c'est les circonstances qui nous mettent là. Et du coup, ces alliances sont aussi des alliances de circonstances, mais entre des populations qui ne sont pas inconnues aux autres. Quand je parle de ça, je parle de deux choses différentes. D'une part, la place qu'ont eu les Arabes dans les mondes américains. Pour les populations noires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, les Arabes, ce sont des populations syro-palestiniennes principalement, qui ont émigré pendant la période coloniale, à la fin de la période coloniale, et qui se sont imposées comme des puissances d'argent très vite, des puissances mercantiles, qui ont pris leur place au sein des bourgeoisies dépendantes, et qui même dans certains pays aujourd'hui dirigent politiquement les pays. Dilma Rousseau a une ascendance arabe. Beaucoup des familles qui tiennent les îles des Caraïbes sont d'origine arabe. Le premier ministre, je crois, c'est du Nicaragua, je crois. Nicaragua et palestinien. L'arabe existe dans l'imaginaire des Noirs d'Amérique, avec une position particulièrement proche du blanc et une position particulièrement proche du pouvoir colonial. Et donc ça fait que déjà, on a un passif. Et que ça vaut pour les Guadeloupéens, ça vaut pour les Martiniquais. Je pense que ceux qui viennent là-bas savent de quoi je parle. En Afrique, on a d'une part ce contexte-là qui existe, avec une présence dans l'économie coloniale des Libanais au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Et en même temps, cette histoire de la traite sahélienne qui vient quand même compliquer. C'est-à-dire nos rapports sont compliqués de base. C'est bien qu'on parle de politique, etc. Mais il faut se souvenir que déjà, à la base, on habite ensemble et on est déjà dans des rapports, je ne pourrais pas dire conflictuels, parce que dans notre approche des Maghrébins, je ne pense pas qu'il y a particulièrement une haine ou une envie de revanche. Mais il y a une méfiance qui vient d'une expérience de la négrophobie qui est historique et qui ne date pas juste de quand on a commencé à habiter dans les mêmes tours. Donc je pense juste donner ce contexte-là qui est comme un contexte historique large et qui explique quand même un petit peu le fait qu'on pose même cette question. Et c'est une question qui est d'ailleurs souvent posée par les Noirs. Ouais, juste par rapport à ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que de même que voilà, il y a beaucoup d'abstractions dans la théorie, c'est vrai qu'en pratique, poser la question de l'alliance, bon déjà c'est toujours poser la question du pouvoir, c'est qui demande à qui d'être allié, qui demande à qui de rejoindre sa lutte, etc. Mais c'est particulièrement vrai avec les Arabes, les Nord-Africains. Bon, eux-mêmes sont en train de débattre pour savoir qui ils sont aujourd'hui. On a compris de qui on parlait. C'est vrai qu'il y a aussi ce rapport de pouvoir. Alors, il est évident dans les pays d'origine. Donc, comme tu dis, il y a des puissances d'argent en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes. Hein, c'est vrai que ça, on oublie souvent de le dire, qu'il y a vraiment aussi une immigration qui est c'est tout ce qu'on connaît en fait. Nous, des Arabes, c'est tout ce qu'on connaît. Non, mais c'est vrai, donc il faut juste comprendre qu'il y a aussi... C'est aussi pour ça que les choses sont compliquées. C'est pas juste le contexte français, c'est qu'on a aussi un contexte... Voilà, il y a cette conflictualité-là, il y a ces rapports de pouvoir-là dans les pays d'origine. Mais après, il y a aussi ce discours qui consiste à dire que ça n'existe que dans les pays d'origine, comme s'il y avait une discontinuité, un mur de béton qui séparait le vécu, l'expérience et la sociologie, la démographie, voilà, dans les pays d'origine, et en France métropolitaine. Alors que moi, personnellement, d'expérience et d'observation, je retrouve des rapports de pouvoir aussi que de façon populaire, partout, mais aussi dans l'histoire des luttes politiques. C'est-à-dire que ces rapports de pouvoir-là, ils sont aussi quand on va lutter, c'est-à-dire comment les populations nord-africaines s'approprient les luttes noires. C'est assez clair de voir que pendant un certain temps, même pendant longtemps, les luttes de l'immigration, les figures tutélaires, c'était souvent médiatiquement et visiblement, c'était souvent des figures nord-africaines. Comment il y a un rapport de pouvoir, il y a quelque chose d'inégal qui se joue, c'est-à-dire que c'est comme si on nous demande... Enfin, les Noirs, finalement, dans les luttes de l'immigration, sont une sorte de ressource pour les militants nord-africains. Et moi, c'est ça que je vois. Et c'est là où la question d'autonomie est importante et est essentielle, c'est-à-dire comment exister politiquement sans se faire vampiriser. Norman, tu voulais intervenir ? Ouais, bien sûr. Non, je pense que
la politisation de la question raciale en France, elle a été faite, pas exclusivement, mais c'est quand même quelque chose qui a eu une influence par le pire. C'était, si on regarde dans le contexte international, si on compare avec ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où il y a eu vraiment une centralité de la question de la blackness, même d'ailleurs tout le monde en venait à s'identifier comme noir, les Pakistanais, les Asiatiques, machin, enfin, le fameux political blackness, n'importe qui peut se considérer politiquement comme noir. Bon, c'est une manière de faire les choses, avec ses avantages et ses inconvénients. Centralité de la question noire, mais en France, ça n'a pas été le cas. Forcément à cause de nous, forcément de notre, parce qu'à un moment donné, on n'a pas su saisir le truc, parce que, voilà, je veux dire, quelque chose a merdé, je veux dire, il faut tenir compte du fait qu'on n'a pas été présent au rendez-vous de l'histoire à ce moment-là. Par contre, les Maghrébins l'ont été. Et l'un des résultats de ça a été le pire. Et le pire, bon, c'était quand même beaucoup d'innovations théoriques, intellectuelles, je veux dire, militantes. À mon avis, ce sont des apports, ce sont des apports qui vont rester. Mais, à mon avis, fondamentalement, le pire, ça reste une espèce d'anomalie politique, d'une certaine façon. Tout simplement parce que les Maghrébins, comme groupe racial en France, sont un groupe qui n'ont pas besoin, fondamentalement, de l'autonomie politique telle que le pire l'a conçue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils l'ont fabriqué, c'était une nécessité politique, mais je ne pense pas que l'autonomie politique, ce soit leur destin. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de s'intégrer aux organisations politiques de gauche à certaines conditions. Ils ont la possibilité d'apparaître comme des êtres humains, ils ont la possibilité de donner quelque chose en échange, de dire, voilà, le vote musulman, vous pouvez y avoir accès. Ou s'ils veulent l'autonomie politique, ils ont la possibilité de se tourner, par exemple, vers l'islam politique qui leur offre une avenue, je veux dire une avenue à échelle globale pour un projet transformateur radical de la société. Ils ont ces possibilités-là. L'autonomie politique de type parti radical, etc., c'est un truc noir. Je veux dire, c'est le destin politique des Noirs qui est là-dedans. Et ça l'a toujours été depuis 4 siècles. Et d'une certaine façon, ça a été une greffe maghrébine de cet idéal politique noir que certains dont certains militants intellectuels maghrébins ont eu besoin à un moment donné pour se sortir de la situation merdique dans laquelle ils étaient, et ça a plutôt bien marché. Je veux dire, comme je dis, la production, le résultat est bon, c'est pas ça la question. Mais je pense que c'est pas leur destin. Le destin des Maghrébins, à travers l'histoire, ce destin arabe, c'est soit rejoindre l'extrême gauche, soit l'intégration, soit l'islam politique. Je pense que fondamentalement, c'est comme ça que leur avenir politique se dessine, et c'est très bien. Mais, ce que le pire proposait, c'était quelque chose de nègre pour un groupe qui n'était pas un groupe nègre. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça a fini plus ou moins par se casser la gueule, et que ce qui en reste, va s'orienter vers l'une ou l'autre de ces alternatives, qui sont les alternatives fondamentales posées par les groupes arabes musulmans nord-africains au cours de leur histoire politique. Donc, j'allais dire, oui, je vais apporter peut-être un petit éclaircissement, parce que quand j'utilise le mot de communauté de destin, pour moi, il n'a rien de romantique. Ce que je dis, moi, c'est que la communauté de destin entre les Nord-Africains et les Négro-Africains et Afro-descendants n'existe pas. Donc, si on s'allie avec des franges politisées en ayant conscience des problèmes que l'on rencontre intercommunautaires, en ayant conscience qu'on ne peut pas en faire fi, qu'il va falloir travailler avec parce qu'effectivement on connaît nos pressions communes, on peut construire à ce moment-là ce que j'appelle une communauté de destin. Mais le contexte du terrain oblige à avoir une conscience, une perspective qui amène à des alliances qui ont pour but de permettre à chacun d'atteindre un objectif. C'est-à-dire, j'essaie de réfléchir avec un recul et de voir est-ce qu'on vit des choses communes, pas au sens de on vit la même chose, qui nous permettent de converger ou pas. S'il n'y a pas de convergence possible, qu'on ne le fasse pas. S'il y a des convergences possibles, qu'on les fasse politiquement. Moi, je pense que tant que nous ne sommes pas assez puissants, toutes ces alliances sont vouées à l'échec. Donc, tant que ce seraient des militants isolés qui vont des organisations majoritairement non noires maghrébines, ils ne mettront pas la négrophobie au centre du combat des organisations en question, donc ça va exploser un jour ou l'autre. Est-ce que ça les intéresse? Je ne pense pas, je pense. Médiatiquement, oui, pour colorer les photos, voilà. pour passer pour des gens bien, mais concrètement, non, ça ne les intéresse pas.
Parce que si on regarde même par rapport à leur origine, il y a des Noirs au Maghreb. Il y a des Noirs qui ont une culture totalement maghrébine. Et il y a une négrophobie dans leur propre pays. Donc, si, avec leur propre Noirs, ils occultent toute cette affaire de racisme-là, avec ceux d'ailleurs, ceux de l'Afrique subsaharienne, comment est-ce que ce sera? Personnellement, moi, j'aimerais bien revenir un peu plus sur ce que disait Franco, c'est que au final, il s'agit de politique. L'expérience de nos communautés au niveau social, c'est quelque chose qui est factuel et qu'il faut prendre en compte quand on parle de politique. Mais derrière ça, il s'agit de savoir quels sont nos objectifs et dans quelle mesure on peut partager une partie du chemin, en tout cas, et dans quelle mesure ils sont communs, dans quelle mesure il y a des directions possibles communes. Et je pense que il y a eu des époques où ça s'est exprimé. Il y a eu des époques où les pays d'Afrique qui se définissent comme arabes avaient un engagement un peu plus prononcé dans le panafricanisme, parce que justement, le panafricanisme était en plein essor, ça représentait un potentiel politique, ça représentait un pouvoir, et en fait, c'est ça qui peut créer des alliances saines. C'est le fait d'avoir déjà un combat qui existe, qui est fort, et qui propose des alternatives au projet occidental, ou à d'autres projets concurrents. Donc, moi, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est fondamentalement impossible. De toute façon, la négrophobie, c'est quelque chose, c'est un trait culturel, c'est un trait civilisationnel. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire de la civilisation arabe, de la même manière qu'elle a marqué l'histoire de la civilisation occidentale. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir guérir de l'extérieur ou pour lequel on peut faire des injonctions à ce que ça disparaisse. Ça, c'est un travail qui se fera quand eux prendront possession de leur structure de pouvoir et quand eux décideront de refonder leur projet communautaire de façon non négrophobe. Mais c'est quelque chose qui nous concerne peu. Et il se trouve qu'il y a un continent dont une partie de nous avons des liens concrets qu'on partage. La priorité pour moi, c'est le renforcement du projet panafricain. C'est le renforcement de nos pays, de leur souveraineté, qui peut produire des rapports de force qui rendent aussi la défiance à l'Occident comme souhaitable pour eux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, les pays du Maghreb, ils n'ont pas d'intérêt objectif à s'allier à l'Afrique ou que de façon à les diriger, comme un peu ce qu'on voit le destin du Maroc, qui utilise que de façon stratégique les alliances avec l'Afrique. Mais là, concrètement, par exemple, à part faire la sous-traitance de la répression migratoire, l'engagement avec les populations africaines est faible. Aujourd'hui, ça prend des subventions, ça se fait armer pour aller bloquer les vagues migratoires africaines noires dans leur ascension vers l'Europe. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il s'agit de recentrer sur les intérêts politiques, de ne pas se dire que ça va de soi, de ne pas se dire que parce que les Blancs parlent de nous, les Noirs et les Arabes, ça veut dire que forcément on a un groupe qui devrait s'allier. Non. Par contre, si cette alliance elle doit se faire entre gens qui se constituent politiquement et avec une double conscience des intérêts ici qu'on a, parce qu'on existe, on habite ici, et en même temps de nos communautés au pays, au niveau continental et global. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier, et c'est une question qu'on ne pourra pas adresser sérieusement sans se politiser fortement sur nos intérêts propres. Parce que si on ne définit pas nos intérêts propres, on va toujours se faire endormir et se faire finir comme les 3e roues, 4e roues, 5e roues du carrosse dans le train des autres. Et ça ne nous profitera jamais. Ouais, je suis d'accord. Non, mais on parlait de nombre tout à l'heure. Moi, je pense que là, tu es en train aussi de parler du pouvoir. Je pense que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un problème numérique. Je pense qu'il y a des logiques d'aliénation, il y a des logiques de prédation dans les luttes politiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes noires, afro, etc., qui se sont laissées aliéner dans des combats qui ne les concernaient pas forcément de façon directe ou importante et qui en sont même venus, par exemple dans la lutte contre l'islamophobie, la lutte pro-palestinienne, alors qui sont des combats légitimes et qui peuvent nous concerner d'une certaine manière, mais c'est bien qu'on en oublie de lutter pour nos propres intérêts, pour nos propres indépendances, pour nos propres communautés. Et je pense que c'est là aussi où il faut être lucide, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que justement, par exemple, le flic va tabasser du noir et de l'arabe que ce ne sont pas deux groupes distincts, qui ne se sont pas deux groupes différents. Et à partir du moment où on comprend que ce sont deux groupes différents, il faut effectivement poser la question de l'autonomie. Et il n'y a qu'en étant autonome politiquement qu'on peut poser sainement la question de l'alliance. Parce que sans avoir d'autonomie politique, c'est-à-dire de pouvoir, de résilience, d'organisation, on ne peut que se faire vampiriser, on ne peut que se faire capturer, on ne peut que se faire utiliser, c'est-à-dire exploiter dans d'autres luttes. Et de la même manière que c'est le cas pour, je ne sais pas quoi, les luttes n'importe lesquelles, féministes, etc., je pense que c'est aussi le cas pour les luttes des quartiers populaires, pour les luttes de l'immigration.
et qu'il faut être vigilant là-dessus. Et qu'une priorité, ça doit être effectivement, on le répète souvent, mais la constitution d'un pouvoir noir. Et il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra avoir des relations saines. C'est comme pour tout. Oui. Si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas rentrer dans une relation saine. Moi, je veux bien, mais il faut qu'ils s'autonomisent de nous. Sous couvert de l'identité, justement, de quartier, de banlieue, d'immigration, il y a aussi un accès à l'image du noir, à la référence à la souffrance noire, à l'héritage politique et théorique noir, qui est très facile. C'est-à-dire que justement, ce flou-là, cette soi-disant communauté de destin ou historique, elle permet aussi une utilisation instrumentale de la souffrance noire. Du coup, moi, je pense que cette autonomie-là, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autonomisation des intérêts arabes qui doivent aussi maturer et se constituer en tant que tels, avoir conscience de leur destin, de leurs contradictions, et ne pas forcément essayer d'entretenir le flou tout en marginalisant les Noirs. Ça, c'est pas possible. Propose en paix, justice, tous pays ici-bas, tous pays ici-bas, des enfants innocents, une mère pleure son enfant, ma ouais, 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 ma ouais. Ma couleur fait-elle de moi un homme sous-estimé? Mais ils nous aiment quand il s'agit de parler de fric. Ils ont flouté le beau t-shirt de Black M dans son clip et annulé son concert car c'est un enfant d'Africain. Je verse des larmes de sang et l'humain est censé se ressembler. Et tu nos frères sans gêne, je me demande quand ça va changer. La misère je viens chanter, tant de haine et tant de méchanceté. Citoyen du monde, sur cette terre je me sens comme étranger. Yahweh, tous pays ici-bas, tous pays ici-bas. S'il est évident pour nous que l'établissement d'un pouvoir noir constitue la condition première et sine qua non de toute alliance, elle semble susciter, chez nos alliés potentiels ainsi que chez nos ennemis, beaucoup de fantasmes et de peurs. On désignera d'ailleurs très facilement les mouvements qui s'y inscrivent comme suprémacistes noirs, noiristes ou OTEP, de façon dérogatoire. Comment l'expliquez-vous et qu'en pensez-vous? Je pense que c'est des réactions de contre-révolution préventive. Avant qu'on se constitue, comme Norman l'a rappelé dans l'épisode précédent, en fait, on va salir notre héritage politique pour dire que le salut des Noirs, c'est hors des communautés noires. Donc, c'est un message qui a été assimilé par nos communautés. Et aussi le rôle de la pop culture et du progressisme qui salissent tous les mouvements noirs qui ne sont pas alignés sur le progressisme actuel. Et donc, toute cette caricature, par exemple, des hautes têtes qui n'est jamais définie, en fait. C'est juste une caricature de l'homme noir hyper masculin, mais ce n'est pas défini. C'est fait pour délégitimer le mouvement avant qu'il... T'as des exemples en tête quand tu parles de ça? Comme le film Dear White People, c'est ça? Dans la série, tu vois? La série, ouais. Où les têtes sont totalement caricaturés. Et ils sont même frappés et c'est bien fait pour leur gueule. Je crois que c'est même au moment en fait, où il est désigné comme OTEP. Oui. On lui dit « Ah, t'es un OTEP ». Je crois la seconde d'après, il prend une droite. Oui, donc ouais, c'est ça en fait. Avant qu'il commence de faire un truc, il mérite de se faire allumer en fait. Je dirais qu'il y a le désir de garder cette ressource sous la main que sont les Noirs. Parce que c'est une ressource politique extrêmement intéressante. C'est la seule classe révolutionnaire qui existe. C'est-à-dire, c'est les seuls mecs qui vont sortir dans la rue, cramer des commissariats, c'est les Noirs. C'est les questions qui mettent des millions de gens dans la rue. Et évidemment, la gauche blanche et la gauche non noire en général aiment que les Noirs existent pour servir leurs intérêts, pour alimenter leur lutte, pour servir de petites mains et aussi pour servir évidemment de ressources symboliques. Le Black Power, le Black Panther Party, c'était des Mao, c'était des communistes, etc. C'est notre histoire, etc. C'est notre grande histoire. On va mettre un petit portrait de Sankara au-dessus de la porte en plus pour montrer à quel point tout ça fait partie de la grande histoire internationaliste du marxisme. Tout ça, ce sont des ressources. Tout ça, c'est une manière de transformer les Noirs et la politique noire en gisement. Et par contre, dès qu'il y a une tentative d'une politique
centré sur la question noire, on va immédiatement dégainer l'argument que c'est un truc identitariste, c'est un truc individualiste, etc. C'est néolibéral et toute cette espèce de chapelet de conneries inventées par la gauche blanche pour décrédibiliser nos mouvements et évidemment repris par les partenaires juniors non noirs. On a toute cette tentative de continuer l'extractivisme sur la référence symbolique noire, sur la pensée politique noire et sur les militants noirs pour que l'organisation, pour que la politisation des questions ne servent pas les intérêts noirs, essentiellement les intérêts noirs et avant tout les intérêts noirs, mais servent les autres. Et c'est pour ça que l'émergence du pouvoir noir, que l'émergence de l'autonomie politique noire pose problème. Bien sûr, il y a cette dimension de la négrophobie, bien sûr, il y a cette dimension de la terreur irrationnelle, imposée, impliquée par l'existence même de l'émergence possible de Noirs organisés, etc. Mais il y a aussi le fait que ces Noirs sont beaucoup plus intéressants s'ils servent à alimenter la chaudière, s'ils servent de charbon pour alimenter la chaudière des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très très envie de laisser en place. On a envie de garder ce statu quo. Franco, tu voulais dire ? Je voulais dire que tous ces concepts, on va les appeler négrophobes, c'est des étaux de pression sociale, pour ne pas dire des étaux de pression raciale. Parce qu'il ne suffit pas d'être entre noirs pour être communautaire, on peut être complètement aliéné et reproduire en fait un schéma, un mécanisme. Il y a des gens qui sont en apparence noirs et qui sont les tauliers de la maison, mais qui reproduisent toute une idéologie capitaliste à travers leur imagerie, à travers leurs textes vides de sens politique, etc. Mon but, ce n'est pas de critiquer, c'est de dire la force du pouvoir d'aliénation qu'a ce système qui nous fait jouer un rôle qu'on croit maîtriser, mais qui est celui qui nous a donné. Et donc, je veux dire que ces termes-là, c'est comme un code de la route. Ils servent à ceux qui veulent réussir de comprendre par où il ne faut surtout pas passer. Et mon but, c'est de dire qu'il faut vraiment un travail d'éducation politique pour comprendre que la révolution noire, le système blanc, pour la combattre, a toujours dressé des épouvantails. C'est à ça que servent ces termes. Et aujourd'hui, ces manières de faire se modernisent. Et c'est des matraquages idéologiques qui viennent nous dire comment nous comporter, comment nous civiliser, comment montrer patte blanche, comment blanchir nos âmes, comment nous assimiler pour pouvoir finalement devenir civilisés et divorcer avec cette étiquette de sauvage. C'est à ça que servent ces termes, à dire aux gens, voilà ce que tu dois faire si tu veux avoir ta part de soleil à l'ombre du capitalisme. Donc ces termes-là, c'est purement aliénant. Ouais. Ces termes sont très prisés par les intellectuels blancs et non noirs aussi. Donc ça remet en cause des alliances. Parce que si nous, militants noirs, quand il y a des émeutes, des mouvements sociaux, genre en Afrique du Nord ou dans le MENA, on mettrait en valeur les mouvements bourgeois là-bas, comme les intellectuels arabes ici mettent en valeur la créolité quand il y a des mouvements sociaux aux Antilles qui sont forts. Ça serait mal vu en fait. Donc on revient sur la question de l'alliance et de la constitution de notre propre pouvoir. Et de l'alliance en priorité avec nous-mêmes, entre noirs. Moi, je voulais dire que ces termes, en plus, ils ne sont pas innocents. En fait, ils font tous référence à des mouvements très précis. Et c'est là où c'est intéressant de voir comment, avec la propagande politique, on peut détruire un héritage. Quand on parle de suprémacisme noir, en général, dans l'inconscient collectif blanc, on fait référence à un des mouvements qui a fait le plus peur aux Blancs au XXe siècle, c'est le mouvement de Marcus Garvey, qui avait une idéologie qui visait quand même à rétablir le nègre dans une certaine dignité civilisationnelle, à l'établir dans un système où il est au centre, où il a un pouvoir économique, militaire, politique à l'échelle globale. Et cette volonté même de puissance était vue comme fondamentalement menaçante pour le monde blanc, au point de l'affubler du terme de suprémaciste. Comme s'il y avait une équation possible entre l'établissement du nègre comme autonome et puissant avec la suprématie blanche. Parce qu'il y a une peur aussi, coupable, que le nègre emploie les mêmes types d'outils pour établir sa suprématie, c'est-à-dire la colonisation d'autrui, l'exploitation, etc. Et en fait, ça, c'est des choses qui ne nous concernent pas. Ça concerne que les négrophobes. C'est pour ça que le terme négrophobe, dont tu as qualifié ces mots-là, il est approprié. Pareil pour noiriste. Noiriste, c'est un vrai mouvement qui est né dans l'Haïti après l'invasion américaine, sachant que l'invasion américaine a eu pour caractéristique de remettre des familles mulâtres et claires au pouvoir en Haïti, quelque chose qui n'était pas vraiment institué après la révolution haïtienne. Et le mouvement noiriste, c'est justement un mouvement qui s'est constitué là-bas,
parmi les acteurs politiques noirs pour avoir un droit de cité ou un pouvoir sur Haïti en tant que population noire qui correspond à la majorité de la population. C'est tous des mots qui font référence à quelque chose de concret. OTEP, c'est pareil. OTEP, c'est la façon dont on salue dans le mouvement afrocentriste, qui est un mouvement qu'on peut dire a émergé au tournant des années 90, en Europe en tout cas aux années 90, mais qui a des racines plus profondes aux États-Unis, avec tout le mouvement culturaliste depuis 60-70, avec même des racines plus anciennes, et on pourrait mettre pas mal de mouvements là-dedans, mais c'est quand même des gens qui, même dans leurs rapports sociaux, dans leurs expressions sociales les plus basiques, voulaient revenir à quelque chose d'africain. OTEP, voilà, donc se salue d'une façon qui fait référence à l'Égypte antique, mais qui serait comme ça, une espèce de trait d'union entre tous les Noirs du monde qui souhaiteraient la paix entre eux. Donc voilà, c'est que des références qui viennent décrédibiliser fondamentalement des mouvements qui ont marqué l'histoire des luttes noires. Et c'est en ça que je trouve particulièrement pernicieux, en fait, le choix des termes, comme et le fait de les rendre péjoratifs. Sur le noirisme, parce que faut pas oublier que c'est sur la base, disons, sur une certaine manière d'interpréter, une certaine manière d'utiliser ce mouvement noiriste que Duvalier a, est arrivé au pouvoir et a construit son propre régime. Et qui est en fait, à mon avis, très analogue à ce qu'a fait Mussolini en Italie à partir du socialisme révolutionnaire dont il était issu et qu'il a transformé en fascisme. De même, Duvalier a transformé un mouvement radical, de gauche en un système fasciste. Et aux Antilles, certains intellectuels, etc., font exactement le même geste contre-révolutionnaire qu'on fait pour décrédibiliser le socialisme, le communisme en Europe, en disant que ça mène nécessairement au fascisme. On va dire le noirisme, c'est Duvalier, le noirisme, c'est nécessairement quelque chose qui vise exclusivement à établir un fascisme noir. Ça sert juste, à mon avis, un bon exemple pour montrer à quel point le mouvement, disons, créoliste, le mouvement de la créolité qui a tendance à utiliser cette référence à Duvalier, à utiliser cette référence au noirisme comme quelque chose qui vise à décrédibiliser la lutte noire, et bien à quel point c'est simplement un mouvement libéral, néolibéral, contre-révolutionnaire, qui n'a, d'autre but que de flatter le libéralisme, de flatter le statu quo blanc et de décrédibiliser tout ce qui concerne le panafricanisme et tout ce qui concerne la tradition révolutionnaire noire que nous avons à cœur. Pas que ça à rajouter, je voulais aussi vous souligner un autre point qui m'interroge quand on aborde ces questions, c'est aussi notre propre pessimisme en fait. Souvent quand on parle de construire un pouvoir noir, quand on parle de panafricanisme dans nos communautés, il y a le spectre de la division qui ressurgit. On va souvent nous dire que le problème des Noirs, c'est qu'on est trop désunis. On sera libre quand on sera unis, comme si l'union est à la fois quelque chose d'impossible, mais en même temps une condition absolue à tout mouvement politique. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire tant que ça n'existe pas. Donc voilà, c'est un cliché que je trouve ambigu et en même temps omniprésent. Pour vous, d'où ça vient cette idée, cette cliché tenace des Noirs qui sont trop divisés? Qu'est-ce que ça veut dire et comment on pourrait peut-être le dépasser? Elle existe ces divisions, mais elles ne sont pas éternelles. C'est une excuse pour ne rien faire. Dire que les Noirs sont trop divisés, c'est vraiment une excuse pour ne rien faire. Il y en a qui vont dans toutes les conférences où il y a des Noirs qui parlent pour dire ça. De toute façon, on n'arrivera à rien, pourquoi on parle? Et ils viennent dans toutes les conférences pour sortir ce discours de haine de soi, en fait.
Pour moi, c'est vraiment un discours pour ne rien faire. Et c'est des gens qui ne veulent pas renverser la table, en fait. Ils veulent avoir leur petite vie tranquille. C'est un peu dur, mais c'est... J'aimerais bien apporter une nuance, en fait. Si on compare avec les Arabes, les Noirs sont pas divisés, on n'est pas dans la même situation. Je dirais que les Noirs ne sont pas divisés, je dirais que les Noirs sont séparés. On est les uns à côté des autres et on se dit qu'on est issus de cultures différentes, on se dit qu'on est issus d'histoires différentes. C'est-à-dire que le degré de violence intracommunautaire et d'opposition entre les projets politiques à l'intérieur de notre communauté est beaucoup plus faible que celui des Arabes, si vous voulez. Il n'y a pas des Jean Messia noirs, il n'y a pas des Kamel Daoud noirs, il n'y a pas des Zineb El Razaoui noirs, si vous voulez. Jean Messia, je l'ai rencontré une fois, c'est un type très intelligent. Je pense qu'il propose un projet civilisationnel au Maghrébin qui est un projet civilisationnel crédible. À mon avis, ce projet assimilationniste, certes, évidemment, ils vont continuer à se manger du racisme, ils vont continuer à se manger de l'islamophobie, mais cette assimilation est quelque chose de possible. C'est-à-dire pas du tout le premier à l'avoir réfléchi, c'est pas du tout le premier à avoir dit, notamment à l'adresse des Kabyles, etc., que voilà, c'est possible de se fondre dans la masse, c'est possible de changer de religion, c'est possible de suivre cette voie. Je pense que ce serait vraiment très naïf de croire que c'est impossible. Non, j'essaie d'être réaliste là-dessus. Je pense que la haine de soi du noir est structurellement différente de la haine de soi de l'arabe. La haine de soi de l'arabe, c'est quelque chose qui va le porter vers une autre civilisation, quelque chose qui va le porter vers la possibilité de se racheter en embrassant la part blanche de lui-même. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, pour les Noirs, c'est pas possible. Tous les projets, si vous voulez, d'assimilation, d'intégration des Noirs en tant que minorité dans un pays majoritairement d'une autre ethnie, d'un autre groupe, c'est quelque chose qui est voué, il y a de graves problèmes, de graves dysfonctionnements. Donc voilà, je ne pense pas que c'est parce qu'il y a une différence morale, parce qu'il y a une différence, que nous on est plus futés que les autres, que nous on est le meilleur, qui sort une meilleure conscience politique. Non, c'est littéralement parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas cette idée que c'est possible pour les Noirs de se purger de sa négrité, c'est pas possible de se purger de sa noirceur et de se dire qu'on a cette même communauté de destin avec l'Europe. La haine de soi, comme on le sait, c'est une forme d'autodestruction. C'est ce que Amos Wilson disait très bien, la haine de soi du noir, c'est une haine autodestructrice. C'est pas quelque chose qui va pouvoir facilement le porter vers embrasser un autre projet civilisationnel dans lequel il va pouvoir faire oublier en changeant de prénom, en changeant de religion, en embrassant la laïcité, le laïcisme, qu'il n'est pas noir. Malheureusement, c'est pas possible. C'est une illusion de croire ça. Certains, évidemment, il y a toujours des exceptions, il y en a qui embrassent cette illusion. Mais beaucoup d'entre nous le savent bien. Et ceux qui sont dans la haine de soi sont vraiment dans une logique autodestructrice et non pas dans une logique civilisationnelle crédible. Donc l'autonomie politique est notre destin. Parce qu'on ne peut pas embrasser le monde blanc, on ne peut pas devenir blanc. Pour nous, ce n'est pas possible. C'est simplement un mur qui est en face de nous. On n'a pas d'autre choix. Je veux dire, nous haïrons toujours. On ne peut pas changer de peau. Il faut bien se rendre compte de ça. Il n'y a pas d'autre choix. Et donc, les Maghrébins ont cette chance. Ils ont cette chance, je pense que c'est pour eux une chance, d'avoir plusieurs projets politiques qui s'offrent à eux, plusieurs voies, plusieurs avenues qui s'offrent à eux. Cette assimilation, ou bien une politique, disons, de gauche plus traditionnelle, ou bien une politique d'islam politique, de participer au projet civilisationnel, de l'islam en tant que religion et en tant que civilisation. Ils ont plusieurs possibilités politiques, les Arabes. Ils ont plusieurs voies. Je pense que nous, pour notre survie et pour notre dignité, nous n'en avons qu'une. C'est le panafricanisme ou la mort. C'est le panafricanisme ou le génocide, continué et entretenu. C'est vrai, même une Audrey Pulvar, aussi centriste, aussi intégrationniste qu'elle est, par deux fois quand même, elle a eu un discours discordant. Elle n'a pas tourné sa veste quant aux réunions mixtes. Et pour Darmanin, c'est la seule, il me semble, qui ait dit les termes comme on dit. Audrey Pulvar, qui est bourgeoise, qui est nulle, qui est molle, elle dit qu'une manifestation fasciste qui est glaçante, elle a eu une plainte du ministère de l'Intérieur. C'est pire. Elle aurait pu trahir, elle l'a fait avant. Elle l'a fait avant. Mais elle est en pleine présidentielle. Régionale, mais voilà, mais elle est bloquée. Oui. C'est-à-dire que, visiblement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Noirs qui sont l'équivalent des figures arabes hyper assimilées, hyper blanches qu'on voit à la télé et qui renient leur propre être au point de devenir plus blanc que blanc. Mais je pense que si c'est le cas, c'est parce que le pouvoir blanc ne se sent pas menacé par notre pouvoir, comme ils se sont menacés par le pouvoir politique des Arabes, je vais dire en résumant. Parce que, par exemple,
que le noir puisse pas changer de peau, c'est une évidence incontestable. Mais par contre, des relais de la colonisation qui auraient notre couleur dite noire, il y en a. Et si le système ne les utilise pas, à mon avis, c'est qu'ils ne se sentent pas effrayés, à mon sens, par nous. Parce que l'aliénation est tellement puissante dans nos rangs aussi, mais à mon avis, le système blanc se sent si peu menacé par notre pouvoir qu'il n'a pas encore besoin de mettre comme ça en avant des éléments aussi caricaturaux. Mais je pense que malheureusement, c'est plus complexe que ça. Moi, franchement, ça va peut-être sembler extrémiste ce que je vais dire, mais s'il y a bien une communauté politique dont le pouvoir blanc a peur, je pense que c'est la communauté noire. Par exemple, le terme suprémaciste noir. En psychanalyse, c'est ce qu'on appelle une projection. C'est-à-dire que à la moindre émergence, à la moindre revendication à minima noire, on vient projeter des fantasmes de mort, des fantasmes de remplacement, des fantasmes d'extermination. Donc c'est pour dire à quel point le fait de poindre le nez quand on est noir fait flipper, terrorise. Et je pense que dans ces termes-là, il y a déjà le signe qu'un pouvoir noir est terrorisant pour une société blanche, mais également pour nos soi-disant alliés, puisqu'ils utilisent les mêmes termes que les blancs. Et d'ailleurs, justement, Franco, t'en as fait les frais. Je veux dire, ton procès, si on compare le geste symbolique que tu as fait et la répression immédiate qui en est sortie, ça semble un peu exagéré. Ça ressemble à quelqu'un qui panique, ça ressemble à quelqu'un qui a peur. Je veux dire, une peinture, c'est pas en soi un acte fou, et pourtant, tu as été en moins de 2 entouré par 2 policiers lourdement armés. Donc voilà, je pense que ça a créé une certaine panique, ce geste. On est pourtant dans le pays qui s'est dit le pays de Charlie, où avoir un stylo ou un truc, c'est censé être libérateur, c'est censé être pacifique. C'est ce que tu as fait, et pourtant, toi, tu as eu une réaction immédiate. J'ai en tête d'autres communautés qui ont des actions beaucoup plus punchy et qui ont une répression bien moindre. Oui, il faudrait rajouter que Macron, quand il a commencé à parler de séparatisme, et que c'est quand des statuts de colons ont tombé aux Antilles. Il faut bien se remettre ça à l'idée, en fait. Nous, c'est juste le commencement d'une organisation solide, ça les fait flipper. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ne fait pas peur. Parce que le projet politique noir, c'est-à-dire l'émancipation de notre continent, l'affranchissement de nos communautés de la domination néocoloniale dans les Amériques, cet état de liberté-là, vraiment, il a une portée eschatologique. C'est-à-dire que c'est vraiment supposer la fin d'un monde. Parce que c'est comme ça qu'il a commencé. La modernité, elle a commencé par le génocide amérindien et l'exploitation industrielle du corps noir. Et poser la fin de ça, c'est vraiment la fin d'un monde. Ils se sont définis à ce moment-là, en fait. Et donc, du coup, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples historiques qui montrent que la répression violente, elle n'est peut-être pas proportionnelle à nos actes de défiance, mais elle est proportionnelle aux enjeux de notre libération. Donc c'est pour ça que des soldats sénégalais qui demandent leur solde se font massacrer. C'est pour ça qu'une petite révolte syndicale qui est quand même une certaine ampleur, parce qu'on est dans une colonie française où il y a eu beaucoup de violence, en Guadeloupe, mai 67, ça va générer un massacre. Il y a des gens armés de conques qui sont fusillés. C'est pour ça qu'une figure indépendantiste, une figure anticoloniale en Afrique se fait assassiner par un service secret français directement, avant même que son mouvement puisse menacer le pouvoir. Donc je pense que vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne représente pas une menace. Je pense qu'on présente une menace tellement forte qu'on nous attaque de façon idéologique, que la moindre émergence de pouvoir noir est réprimée dans le sang, et on a des justifications concrètes à ça politique, c'est-à-dire que la proposition de libération, c'est la fin d'un monde, et donc du coup, des réactions qui sont peut-être disproportionnées de façon subjective, par rapport au geste, mais qui sont tout à fait proportionnées à la radicalité potentielle de notre libération, et qui est quelque chose dont ils ont tout à fait conscience. Notre menace, elle existe, même quand on n'est pas organisé, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise. Parce que justement, c'est le seul projet révolutionnaire sérieux, et c'est pas quelque chose qui est circonscrit aux États-Unis. Mon propos n'a jamais été de dire que le pouvoir blanc, et notamment le pouvoir blanc français, n'a pas peur du pouvoir noir. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire que le pouvoir blanc a travaillé suffisamment à la désorganisation du pouvoir noir en France pour qu'ils ne se sentent pas suffisamment menacés pour avoir à mettre des
des équivalents de Jean Messia à la télé. Et justement, quand on est sur le terrain, on voit qu'on est assez peu. Mais il y a aussi une histoire de structuration d'un point de vue politique de nos organisations pour les rendre solides, fermes, fiables et qu'elles deviennent extrêmement menaçantes, ne serait-ce que sur le plan idéologique et de l'action qui suit cette idéologie. Et c'est en cela que je dis que ce système surveille de très près le moindre spasme de nos réactions. Mais ceci étant, je me demande si, par exemple, là, on avait un mouvement hyper bien structuré, je suis sûr qu'il mettrait l'antithèse de ce mouvement à la télévision pour pouvoir, pas l'affaiblir, mais donner un contre-discours à cela. Et c'est tout ce que je voulais dire, mais je ne remets pas en cause, d'ailleurs, je rejoins parfaitement cela et c'est bien de l'avoir dit parce que j'aurais pu être mal compris, mais au contraire, je pense que tant qu'il travaille à sa déstructuration et tant que cette déstructuration, elle fonctionne, il n'a pas besoin de mettre quelque chose d'aussi contradictoire dans son propre champ télévisuel, médiatique. Mais je rejoins parfaitement ce qui a été dit sur la peur du pouvoir noir et ça me permet de nuancer ou en tout cas d'éclaircir mon propos sur la question. Ce que je voulais dire par l'autodestruction, c'est dire qu'il n'y a pas de projet fondamentalement pour racheter les Noirs comme civilisation. Il n'y a pas de projet d'assimilation ou d'intégration qui a vraiment un sens dans cette situation-là. C'est pas pour dire que l'émergence d'une élite noire n'existe pas et l'émergence, de gens extrêmement vendus. Le continent africain en offre des exemples par milliers, mais à chaque fois, ça se fait au prix du sacrifice extrêmement violent de la vie noire dans sa matérialité et pas juste dans la dénonciation d'une certaine idéologie et dans l'idée qu'il faudrait que, c'est le discours officiel, si vous voulez, d'un type comme Daoud, qu'il faudrait réformer la civilisation arabo-maghrébine, blablabla. Bla, bla, bla. Quand il s'agit de la question noire, c'est vraiment une affaire de vie ou de mort. Il s'agit vraiment d'acheter par le sang sa différence avec le nègre. Il s'agit vraiment de montrer qu'on est prêt à sacrifier la vie des siens pour arriver à une position d'honneur ou de privilège. C'est pas pour rien qu'il y a cet imaginaire politique de la sorcellerie et de ce sacrifice des siens, de cette zombification des siens dans beaucoup de cultures noires et afrodescendantes. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Il faut vraiment tuer, décapiter les siens, faire un pacte avec le diable, signer avec le sang des sœurs et des frères pour arriver au pouvoir. C'est comme ça que la suprématie blanche a construit le rapport spécifique, je pense, à notre situation. On a un exemple de la tentative de fabriquer un discours assimilationniste noir assez récent avec Rachel Kahn, mais ce qui est intéressant à constater, c'est la stratégie qui a été utilisée, c'est-à-dire la stratégie du multiracialisme, puisque l'idée c'est de montrer, mais regardez, elle n'est pas que noire, elle est aussi juive, etc., etc. C'est ce type de stratégie qui est possible d'utiliser avec les populations noires et auquel on est obligé de recourir parce que, comme je le disais tout à l'heure, la tâche de la noirceur est abjecte. Et donc, il faut pouvoir l'ancrer sur quelque chose d'autre. Il faut pouvoir dire « Oh, regardez, je suis certes noir, mais je ne suis pas que noir. » C'est ça qui va être le ticket d'entrée. Parce que si vous partez du fait que vous êtes noir et essentiellement noir, la manière dont vous allez être catégorisé, la manière dont vous allez être considéré, la manière dont vous allez être perçu va être assez rapidement insupportable. C'est, les caricatures négrophobes les plus terribles, les plus abjectes que vous pouvez imaginer. Par contre, il faut donner quelque chose d'autre. Voilà, il faut essayer de sortir de la noirceur, tenter de montrer qu'on a un contraste, qu'on est quelqu'un de multiple, qu'on est quelqu'un de créolisé, qu'on est quelqu'un de juif, qu'on est quelqu'un de métis, blablabla. Tout ce qu'il faut pour poser une bouée de sauvetage qui vous fera sortir de cela. Mais c'est la seule possibilité. La noirceur en elle-même, l'appartenance à la noirceur en elle-même et rien qu'à la noirceur, c'est quelque chose qui est inadmissible, c'est quelque chose qui est inacceptable. Si vous n'avez pas un petit peu d'un autre sang, d'une autre culture, d'un autre imaginaire, vous êtes foutus. Il faut quelque chose d'autre. Il faut leur donner un petit peu d'exotisme. Il faut leur donner un petit peu d'imaginaire. Il faut les faire voyager, les blancs et les non-noirs. La créolisation, le discours de la créolisation ne sert qu'à ça. Ne sert qu'à
donner des beaux paysages, des paysages de cocotiers. Parce que la noirceur, c'est quelque chose dont personne n'a envie d'entendre. Parce que la noirceur, c'est quelque chose qui est fondamentalement politique et c'est quelque chose qui a du sang sur les mains. C'est quelque chose qui dit « Ah, si moi je suis noir, qu'est-ce que ça fait de vous ? Ça fait de vous un blanc. Et si vous êtes un blanc, qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes un esclavagiste et un génocidaire. » Point final. Ça pose les choses de manière simple et ça pose les choses de manière claire. Pour conclure cette discussion, un des membres de l'équipe revient sur une idée qu'il aimerait approfondir afin de partager avec vous ses pistes de réflexion. C'est le mot de la fin sur la question noire. Je voulais revenir sur 2 affaires. En fait, surtout sur la différence de traitement qu'il y a eu entre les deux, qui montre à mon sens que la question de la négrophobie de nos alliés n'est pas une question secondaire, car elle produit des effets concrets. Penser qu'il suffit de reconnaître la négrophobie tout en refusant d'envisager que celle-ci puisse se retrouver dans sa perception et donc production militante, théorique et idéologique, c'est un non-sens complet. Et la différence entre ces 2 affaires en est un exemple flagrant. Les 2 affaires en question sont les affaires de viol qui ont visé Tariq Ramadan et Adama Traoré. Je vais rapidement présenter les protagonistes. Tariq Ramadan, c'est un islamologue qui est devenu au fil des années la véritable bête noire de la France. Alors même qu'il prône un islam intégrationniste totalement compatible avec les valeurs occidentales, j'oserais même dire avec les valeurs de la République. Et Adama Traoré, un jeune homme de 24 ans, qui trouve la mort lors d'un contrôle policier à Beaumont-sur-Oise et dont l'affaire va prendre un véritable tournant politique et judiciaire quand sa sœur, via un collectif, va tout faire pour obtenir justice et surtout dénoncer les violences policières. Il n'y a rien à première vue qui rapproche les 2 hommes, si ce n'est qu'on a affaire à des hommes non blancs, racisés, indigènes, quel que soit le terme, qui cristallisent sur leur personne une haine assez visible, non seulement de l'appareil d'État, mais aussi d'une certaine partie de la population. En 2018, Tariq Ramadan est placé en détention provisoire en France, suite à des accusations de viol émises par 5 femmes. Si l'affaire prend une ampleur internationale, Ramadan étant suisse exerçant à l'étranger, c'est en France que se concentre le scandale. C'est surtout un séisme dans la communauté maghrébine où il a un véritable statut d'icône. Associations musulmanes, militants arabes, féministes arabes, tous vont prendre position et on va assister à un véritable chiisme, avec 2 camps distincts. Le premier camp, qui rassemble en majorité des féministes arabes, prend le parti de ne pas aller à l'encontre de la parole des victimes de viol. Le second camp est composé d'une partie de la gauche, non blanche, les décoloniaux en tête, qui eux décident de ne pas se prononcer sur le fond de l'affaire, mais sur son instrumentalisation. La raison principale est que dans cette affaire, le sort des victimes importe peu. Le seul objectif est de détruire Ramadan et avec lui son courant de pensée. Avec également le risque que si on laisse faire, aucun militant, aucune personnalité non blanche qui ne serait pas dans les petits papiers du pouvoir blanc serait en sécurité. Cette position n'est pas simple à défendre et à assumer, surtout avec des victimes ultra médiatisées. Pourtant, le second camp ne cède en rien. Articles, tribunes de soutien, pétitions de soutien, émissions spéciales sortent pour défendre ce point de vue. En effet, avoir le droit à une justice équitable est la condition sine qua non pour être considéré comme un citoyen, voire comme un être humain à part entière. Que ne fut donc pas ma stupéfaction de voir ces mêmes décoloniaux arabes, quelques mois plus tard, quand la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Pontoise, fait par voie de presse état de l'indemnité qu'elle a faite à la victime supposée d'Adama. Ces mêmes décoloniaux arabes qui nous disaient de ne pas prendre position sur les affaires lorsqu'elles étaient instrumentalisées, changent ici complètement de position. Fini le droit à la justice comme condition pour accéder à l'humanité. Ou, disons-le nous, Adama ne rentre pas de toute façon dans cette catégorie à leurs yeux. Tant pis si la CIVI n'est pas une cour de justice et que l'indemnité qu'elle verse n'est en droit français synonyme d'aucune condamnation. Tant pis s'il n'y a pas eu de procès. Tant pis si de son vivant, Adama lui-même n'a jamais reconnu avoir commis les actes reprochés. Tant pis, tant pis. L'humanité qu'on reconnaît à un Ramadan, cette humanité est refusée à Adama. Leur imaginaire négrophobe est bien trop présent, trop vivace. L'image du noir supravioleur, c'est quelque chose qu'ils ont parfaitement intégré. Nous, déshumanisés aussi. C'est grave, surtout qu'en contexte français, le terme indigène rassemble noirs et arabes sans faire de distinction majeure entre les deux. Un texte, particulièrement, va inscrire cette différence.
Un texte absolument sollicité par personne et qu'il n'y avait aucune urgence à sortir. Texte que je qualifierais pour ma part d'honteux et foncièrement négrophobe. Va circuler et être repris un peu partout. Aussi bien par ceux qui se considèrent comme nos alliés, catégorie à laquelle appartient l'autrice du texte, que par nos ennemis. C'est dire l'ambivalence du texte. L'autrice, qui avait signé la pétition de soutien à Ramadan, se fend ici de 2 pauvres phrases à peine pour dénoncer mollement l'instrumentalisation de la justice, alors que criminaliser les victimes de violences policières est systématique. Théo, Michel Zecler, etc. Ce texte, qui se veut novateur et courageux, va reprendre en réalité tous les poncifs négrophobes qui collent à la peau des hommes noirs depuis des siècles. Le mot ensauvagement est même lancé. Oui, c'est ce que sous-entend le texte. Adama est une bête. Oui, Adama est, disons-le nous, sûrement coupable des choses qui lui sont reprochées. Mais voilà, intéressons-nous aux causes de sa déshumanisation plutôt qu'aux conséquences, bla bla bla. Intéressant de constater que celle-ci ne se soit pas penchée sur la psyché de Tariq Ramadan, dépeint pourtant comme un véritable serial violeur. Donc, je me demande, qu'est-ce qui sépare exactement ces 2 instrumentalisations de la justice, si ce n'est la perception qu'elle a des 2 hommes? Je rappelle aussi qu'aucune preuve incrimine Adama. La CIVI, qui se base uniquement sur les preuves apportées par la victime, sans qu'il y ait de principe de contradiction, la CIVI n'étant pas une cour de justice, ces preuves restent sous scellé, inaccessibles. Rien pour nous éclairer sur la décision et sur la matérialité des preuves dont la CIVI parle. Pourtant, ce texte, qui condamne Adama, se retrouve partagé par une partie de la sphère militante au-delà des décoloniaux arabes. Comble de l'ironie, il est même partagé sur la page Facebook du collectif Urgence notre police assassine, avant d'être supprimé 1 heure plus tard, suite aux commentaires indignés de personnes stupéfaites de trouver sur une page de dénonciation des violences policières un texte qui participe de manière flagrante à la criminalisation de la victime. Pourquoi ce texte a été supprimé, je ne saurais dire. Aucun mea culpa, aucune explication n'a accompagné sa suppression. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a là affaire à des organes non noirs. Et c'est pourquoi nous, la communauté noire, ne devons pas prendre les questions d'alliance noire et arabe ou noire et n'importe quel autre groupe comme une aubaine, mais plutôt comme un fardeau. En effet, il nous faudra vérifier si ce groupe reconnaît la spécificité de la négrophobie, qu'il puisse reconnaître la négrophobie présente dans son propre groupe, que cette négrophobie ne se retrouve pas dans sa structure interne, ni dans sa production, etc., etc. Cela n'est possible qu'avec un pouvoir noir, fort et organisé. Sinon, s'allier, c'est prendre systématiquement le risque de voir nos alliés d'aujourd'hui devenir nos ennemis de demain. Sur notre site et dans la description de l'épisode sur chacune des plateformes où il est disponible, nous mettons à votre disposition des ressources et des informations relatives aux questions abordées pendant l'émission. N'hésitez donc pas à nous faire un retour et poser vous-même vos questions. Dans un contexte de difficulté d'accès à la pensée critique noire et africaine, nous vous invitons tous à faire vos propres recherches et à ne surtout pas vous satisfaire du regard et des analyses généralement posées sur l'Afrique, ses peuples et sa diaspora. Si le savoir est une arme, armons-nous jusqu'aux dents. Abra a roda, vai começar. Esse toque vai te colar. Abra a roda, vai começar. Essa dança vai te cuiar. Alemã, Alemã, não te falei, 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 não te falei.